La neuvième leçon sur la pastorale de crise concernant les gens qui traversent des crises suicidaires porte sur qui est exposé à un grand risque de suicide. Comment le savoir? D'abord, qui? L'Organisation mondiale de la santé a fait une liste que je vous envoyais, a tracé une liste de taux de suicide par pays, bien établi par pays. Et dans ces taux de suicide, nous constatons que les hommes sont plus exposés au risque de suicide, aux crises de suicide. Les hommes. Les femmes viennent après les hommes. Et parmi les hommes, les gens qui sont célibataires et veufs, surtout aux États-Unis, sont encore plus exposés au risque de suicide. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a fait un rapport, le rapport de 2008 que je vous envoyais, mais aussi par l'Organisation de coopération et développement économique, dans laquelle le rang d'un pays est déterminé par son taux global de décès officiellement enregistrés comme suicide. Et vous verrez le taux de suicide, par exemple, dans votre pays dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Les taux de suicide masculin et féminin sont calculés à partir du total de la population masculine. Par exemple, s'il y a autant d'hommes au Congo ou au Canada, et on calcule le nombre de personnes qui meurent, qui sont des suicides, qui sont des hommes, on le compare avec le nombre d'hommes qui existent dans ces pays-là, et on donne le pourcentage de gens qui meurent de suicides donc par rapport à cette population masculine. Donc vous avez une liste avec vous, vous avez pour le Congo, vous trouverez cela en numéro 54 de la liste que je vais vous envoyer. Donc c'est très important de savoir que les hommes sont le plus souvent exposés au suicide parce qu'ils ont une grande pression. Pendant longtemps, les hommes avaient une grande pression sur eux, des stress de plus pour aider la famille, subvenir aux besoins de la famille, travailler intensément pour la famille. Maintenant, ça commence à changer. Ici, au Canada, nous avons constaté dernièrement que beaucoup de femmes d'immigrants sont plus exposées au suicide que les hommes. Tout simplement parce que beaucoup de ces femmes immigrantes travaillent plus et ont plus de défis que leur mari. Et une femme qui est venue ici, qui était infirmière, en Afrique, elle est venue ici, elle a refait les études d'infirmière, elle est sortie, elle a commencé à travailler, elle a fait venir son mari. Et son mari a vendu la maison en Afrique, a donné l'argent à ses propres parents, au lieu d'aider la femme à payer beaucoup de dettes qu'elle a contractées pour le faire venir, lui, avec ses enfants. Et quelques temps après, on a retrouvé la femme morte au sous-sol et s'était suicidée. La pression était trop, n'est-ce pas? Et c'est très important pour nous, dans nos maisons, de ne pas nous faire pression les uns les autres. Alors, est-ce que les pasteurs peuvent aussi être attaqués par le suicide? Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais si on est en Christ et on se confie sérieusement à Christ, quelle que soit la crise qui nous arrive, le Christ va nous protéger. Nous verrons cela plus tard, d'ailleurs, dans notre cours. Quels sont les signes pour détecter qu'une personne est suicidaire? Qui est suicidaire? Une personne, par exemple, qui a déjà tenté de se suicider. Ça, c'est un signe. Très clair. Une personne qui a tenté de se suicider. Deuxièmement, une personne qui émet de menaces, qui dit « moi, je veux me suicider, je veux mettre fin à cette vie ». Troisièmement, une personne qui donne des signes. Elle ne parle pas directement de suicide, mais elle va me dire cette vie ne va pas, nous autres dans cette vie, on est venus vraiment pour accompagner notre personne, je ne vois pas comment je vais arriver. Donc, donne des signes, à travers son langage, à travers son comportement. Elle ne veut pas s'engager à chercher du travail, elle boit beaucoup d'alcool, etc. Elle est découragée, elle est abattue. On voit clairement que la personne est suicidaire, a une activité suicidaire. Et c'est le quatrième signe, l'activité suicidaire.
il y a beaucoup d'activités qui peuvent vous indiquer clairement que cette personne est vraiment en train de mettre fin à sa vie. Et il faut analyser ses activités. Et vous allez voir derrière ces activités une sorte de préparation au suicide. Comment la personne prépare le suicide? Une personne qui va aller acheter une arme, par exemple, et garde cette arme chargée à la maison. Pourquoi? C'est une activité suicidaire. Hein? Une personne qui dort avec un couteau sous son matelas. Pourquoi tu dors avec un couteau sous ton matelas? Il peut être suicidaire comme il peut être aussi dangereux pour l'autre qui dort avec. Donc ces activités suicidaires. Il y a des symptômes de suicide. Et ces symptômes de suicide, les psychiatres, les psychologues, le pasteur peut, et spécialiste en contenu peut le détecter. Il va voir comment, par exemple, l'humeur de cette personne est très instable, la personne est très agitée et anxieux, plutôt très anxieuse, elle devient très alcoolique, la personne commence vraiment à prendre des substances nocives, etc. Il y a des signes. Ce sont des signes, des symptômes. Une crise récente que la personne traverse. Alors, c'est important. Non, vous avez l'attente de la personne qui a déjà tenté de se suicider, la personne qui se fait des menaces, qui fait des menaces de suicide, la personne qui donne quelques indications sophistiquées, subtiles de suicide, la personne qui a des activités préparatrices de suicide, la personne qui donne des symptômes dans son comportement, des symptômes dans sa manière d'être, d'aller vers le suicide, la personne qui a traversé des crises récentes de suicide est souvent une personne qui est suicidaire. Alors, il y a un index qu'on utilise pour tester les suicides. On appelle ça Index of Potential Suicide, IPS, Index pour le suicide potentiel. Et on passe une interview pour cela pendant que vous parlez avec la personne. Première chose, le mood ou l'humeur dépressive. Hein? Alors là, on a 0, 1, 2, 3, 4. 0 si cette humeur n'est pas là. 1 si elle est minimale. 2 si elle est moyenne. 3 si elle est modérée. Et 4 c'est sévère. Vous posez la question, est-ce que vous êtes souvent déprimé, abattu, découragé, anxieux, etc. Les variations, deuxièmement, les variations diurnes, pendant la journée. La personne qui change de comportement, change de manière, plus que même se met à crier, ou elle est en colère, etc. Troisièmement, le fait de crier tout le temps, de crier tout le temps, méchamment. Quatrièmement, les désordres de sommeil. Les désordres de sommeil. Cinquièmement, le manque d'appétit. Sixièmement, le manque de libido. Septièmement, la perte de poids. Huitièmement, la constipation. Neuvièmement, la tachycardie. Le cœur bat très vite, très très vite que d'habitude. Dixièmement, la fatigue. La personne est souvent fatiguée, sans aucune raison. Onzièmement, la confusion. La personne est confuse dans son langage, confuse dans son comportement, confuse et perdue dans son regard. Douzièmement, les retards psychomoteurs. La personne, même pour se lever, est toujours en retard. Treizièmement, l'agitation psychomoteur. La personne n'agite pas, elle est agitée, tremble souvent. Quatorzièmement, le désespoir. Personne toujours désespérée. Quinzièmement, l'irritabilité. La personne toujours irritée et facile à irriter. Seizièmement, le manque de décision. La personne ne prend jamais de décision. Indécisif. Elle est indécisive.
17e, la personne se dévalue tout le temps. Se dévalue. Quelles que soient les études faites, se dévalue les travaux faits. Et surtout, c'est dangereux encore si nous vivons dans une société où on dévalue les personnes. Comme dans beaucoup de nos sociétés, on dit, il n'a pas fait des études, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Comme si c'est les études qui donnent la mesure de la personne, qui donnent le niveau de la personne. Mais non, une personne qui n'a pas étudié peut bien être utile dans beaucoup d'autres domaines. C'est très important de savoir votre valeur ne dépend ni de vos études, ni de votre poste, ni de vos compétences. Votre valeur dépend de Dieu. La personne se dévalue 17e, il faut maintenant calculer. Comment vous sentez? Est-ce que vous avez de la valeur? Vous dites, ah, moi je ne suis pas important, nous n'avons pas étudié. Alors, et d'ailleurs, les gens qui se dévaluent comme ça s'inscrivent parmi les gens méchants, même dans une famille. La personne qui se sent vide, emptiness, qui se sent vide, je n'ai rien à moi, je suis vide, je n'ai aucune valeur. La personne qui souvent rumine des pensées suicidaires, 19e. 20e, la personne qui est toujours insatisfaite. Quelle que soit la chose que vous faites, elle est insatisfaite. C'est dangereux. La personne qui est souvent anxieuse, la personne qui a souvent peur, la personne qui panique souvent, 23e. 24e, la personne qui est comme désintégrée mentalement, désorganisée mentalement. 25e, la personne qui a de mauvaises appréhensions, qui va toujours le mal lui arriver. 26e, les choses qu'il faut examiner, données qu'il faut examiner dans votre interview, les patterns d'alcoolisme. 27e, la quantité d'alcoolisme. La personne qui prend souvent de l'alcool. 28e chose qu'il faut examiner, l'aide professionnelle. Combien de fois la personne a demandé de l'aide professionnelle pour des pensées suicidaires. 29e chose qu'il faut examiner, les complaintes somatiques. La personne se plaint de peine. Et puis, on va examiner ces peines. Il n'y a pas aucune cause pour ces peines dans son corps. 30e chose qu'il faut examiner, élément qu'il faut examiner, la santé physique de la personne. Une personne suicidaire, sa santé décline. Et parfois sans maladie. 31e chose qu'il faut examiner, surtout chez nous ici, et j'ai vu ça aussi en Afrique, l'abus de drogue, même de médicaments. 32e chose qu'il faut examiner, les manques de support. Les gens qui manquent de support, qui ne voient pas qu'ils sont supportés par leur famille, par leur entourage, par la société, ont tendance à penser au suicide. 33e chose, les manques d'alternatives dans la vie. Je ne peux pas faire tel emploi, je t'ai renvoyé dans tel... Mais qu'est-ce que je peux faire? Et ces gens-là n'ont pas d'alternative. Alors, l'alternative finale sera la mort, mettre fin à sa vie. 34e élément qu'il faut examiner, le désespoir. Un désespoir qui est très profond, qui est permanent, mène au suicide. 35e élément qu'il faut examiner, l'autoblâme, le blâme personnel, les personnes qui se blâment, qui se culpabilisent, se condamnent souvent. 36e, la culpabilité. Les gens qui se culpabilisent souvent. Vous voyez? 37e élément, les gens qui se punissent eux-mêmes. Ils se punissent eux-mêmes. Il y a des gens qui se punissent. Ici, par exemple, des gens qui se mutilent le corps. On voit des jeunes filles qui se mutilent le corps. Et souvent, on remarque finalement que ce sont des jeunes filles qui sont suicidaires. Et le 38e élément qu'il faut examiner, est-ce qu'il y a du support disponible? 39e élément qu'il faut imaginer, est-ce qu'il y a une agression intérieure de la personne? Est-ce que la personne est agressive personnellement, intérieurement? Est-ce que la personne perd facilement son tempérament et commence à chercher à se détruire quand il est fâché? 41e élément, le self-control, le contrôle. Est-ce que la personne
n'arrive pas à se contrôler, à contrôler ses émotions, à contrôler son comportement, à contrôler ses mouvements, à contrôler ses paroles. 42e élément qu'il faut examiner, quelle est son apparence personnelle? Est-ce que la personne s'habille bien ou non? Vous voyez, aujourd'hui, je devais donner ce cours, et puis je suis allé chercher ma vieille veste que on m'avait, n'est-ce pas, faite par Tommy Tai et, dans les années 90, à Kin, c'est ma vieille veste. Alors, des années 90, mais elle me va bien, puis je l'aime bien. Et il faut une bonne apparence. Nous ne cherchons pas le luxe, on n'est pas de sapeurs, mais il faut être bien habillé. Et puis il y a des gens qui perdent les soins de leur apparence quand ils tendent vers le suicide. 43e élément qu'il faut examiner, c'est la projection d'idées de suicide, le plan de suicide. Si la personne a, je planifie, je ceci, cela, j'ai un couteau, j'ai acheté une arme, etc. Il a fait un plan, comme les gens qui planifient de tuer d'autres personnes. 45e élément qu'il faut examiner, c'est la responsabilité personnelle. Si la personne est la personne est des sujets qui prend au sérieux sa responsabilité ou pas. Il y a des gens qui prennent au sérieux leurs responsabilités de façon négative. Je commets une erreur, je dois payer pour. Il y a d'autres par conséquent qui prennent au sérieux leurs responsabilités. Je suis responsable de ma vie, je ne peux pas mettre fin à ma vie. Alors il faut vérifier cet élément. Est-ce que la personne est une personne responsable? 46e élément qu'il faut voir, c'est la rumination du suicide. C'est-à-dire, là, vous vérifiez si la personne a des pensées suicidaires qu'elle rumine. Cette personne pense souvent au suicide, revient souvent au suicide, projette souvent le suicide. Et là, vous voyez, ça, c'est un danger. 47e élément, c'est une méthode. Est-ce que la personne vous a parlé de méthode de suicide, de méthode pour mettre fin à sa vie? Là, vous avez affaire avec quelqu'un vraiment qui veut se suicider. Et 48e élément, ce sont des menaces. Hein? Quelles sont les menaces qu'il fait concernant son suicide? Est-ce qu'il fait des menaces? Est-ce que c'est une personne qui a souvent dit à une personne, moi je désire mettre fin à ma vie. Je désire un jour me suicider. Hein? Ça sont des menaces. Alors 49e élément qu'il faut examiner, c'est des tentatives de suicide que cette personne a déjà faites. Quelles sont les tentatives de suicide qu'il a déjà faites? Alors, 50e élément, finalement, est de savoir si cette personne a déjà connu une autre personne dans sa famille ou dans son milieu qui s'est déjà suicidée et qu'elle veut imiter. Voilà donc 51 éléments que vous allez suivre. Je vous donnerai la liste par email, par courriel. Et avec cette liste, vous pouvez calculer les risques d'une personne qui veut se suicider. Cette liste de IPS, c'est-à-dire Index de suicide potentiel, qui montre la potentialité d'une personne à suicider. Alors, et si vous avez bien vérifié ces 50 indications, vous pouvez prévoir clairement que cette personne, si on la laisse sans aide, elle risque de se suicider. Elle risque de se suicider. Alors, chaque élément indicateur ici, chaque index, doit être, vous devez demander, est-ce que vous pensez cela, par exemple, vous pensez au suicide, souvent, ou de temps en temps, ou parfois, ou jamais. Vous voyez, vous devez savoir. S'il vous dit soit 4, de temps en temps, 3, parfois 2, certaines fois 1, jamais 0. Et vous allez avoir le calcul final
pour indiquer justement sur les 50. Si vous avez par exemple 4 fois 50, vous avez affaire à un suicidaire. Il faut commencer dès maintenant le traitement et l'observation permanente de la personne. La personne est intensement exposée au suicide. La personne peut être moyennement exposée au suicide, intensement exposée au suicide, ou de temps en temps exposée au suicide, ou parfois exposée au suicide. Ok, c'est très très important d'avoir cela en tête. Alors, vous voyez que c'est important, par exemple, de voir que quelqu'un peut bien être normal, sans aucun pensée suicidaire, puis un événement de la vie ça arrive, un événement se produit dans sa vie, et cet événement le pousse à mettre fin à sa vie. Par exemple, premièrement, je vous donne des indications, premièrement, être alerté pour les jeunes, par exemple, quand ils perdent leur amour, leur premier amour. Brusquement, comme ce jeune de 16 ans, on l'avait quitté par sa petite amie, et puis, il voulait mettre fin à sa vie. Un changement dramatique. Quelqu'un qui aime les études, qui est jeune, et puis qui échoue brusquement. Les performances commencent à diminuer à l'école. Et là, il décide que je n'ai plus de bonnes performances, je vais mettre fin à ma vie. Quelqu'un qui était très social, puis brusquement il s'enferme. Changement de comportement social. Quelqu'un qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, puis brusquement il se met à boire et à fumer excessivement et à prendre de la drogue. Quelqu'un qui devient extrêmement fatigué, épuisé, qui reste souvent au lit et ne veut pas sortir. Il ne veut plus manger. Il n'a plus d'appétit. Il ne veut plus rien faire. Il est découragé. Il ne dort pas bien. Il se réveille souvent en faisant des cauchemars. Puis il parle souvent de mettre fin à la vie ou de mourir. Et à ce moment-là, vous avez des indications. Alors vous devez vérifier 3 choses. Premièrement, vérifier si c'est vraiment un événement traumatique de la vie qui est à la base de ces tendances pour le suicide. Premièrement, c'est un événement de la vie. Deuxièmement, si ce n'est pas une maladie mentale qui l'amène, enfin surtout la dépression suicidaire, si ce n'est pas une maladie mentale. Et troisièmement, voyez-vous, je deviens très, très discret là-dessus. Si ce n'est pas un esprit de suicide qui est à la base de cette souffrance. Vous voyez, je commençais par le traumatisme, une situation traumatique, une perte d'emploi brusque, une mort brusque dans la famille, une perte totale de ses biens, etc., qui vient nous traumatiser. Ou encore cette femme qui voulait mettre fin à sa vie parce que le bébé qu'elle mettait au monde était morte. Le bébé était mort. Vous voyez, c'est une petite fillette, la fille est morte, la fillette est morte. Et là, elle aussi voulait mettre fin à sa vie. C'est un traumatisme. Ce traumatisme peut être doublé d'une dépression postpartum, c'est-à-dire une dépression que les femmes font après avoir mis au monde. Donc, il faut tenir compte de cela. Mais cette dépression postpartum, avec ces troubles causés par le traumatisme, l'événement traumatique, qui a accéléré la réaction de la personne, peut bien être aussi une attaque des esprits. Vous voyez? Et c'est là que vous devez avoir le discernement des esprits, justement, pour savoir d'où vient cette souffrance. Alors, les personnes qui sont exposées au suicide, donc qui est exposées au suicide, sont souvent des personnes, parfois normales, mais qui vivent des événements traumatiques qui les amènent à finir avec la vie. Prenons
Un étudiant qui dit, moi si j'échoue, j'ai pas mon diplôme, je vais mettre fin à ma vie. On voit beaucoup de Japonais, de jeunes Japonais, à l'université comme à l'école secondaire, qui mettent fin à leur vie dès qu'ils échouent, dès qu'ils manquent de performer dans un domaine, dans leurs études. Donc, ces événements peuvent être la base. Qu'est-ce qui arrive? La personne est traumatisée parce qu'elle a fixé toute sa valeur dans cet événement, dans cet élément-là. Hein, les études. Il faut que je réussisse mes études. Si je ne réussis pas mes études, ça va. Il y a des gens qui sont devenus fous, malades, parce qu'ils avaient échoué. Ou quelqu'un qui veut aller en Europe à tout prix aux États-Unis, puis il n'a pas de moyens d'y aller, puis il ne trouve pas le visa et tout est bloqué, puis met fin à sa vie. Quelqu'un qui veut à tout prix se marier avec une femme, avec un homme, puis n'arrive pas à réaliser son rêve, met fin à sa vie, etc. Alors, vous voyez donc, il y a plusieurs raisons, mais aussi nous réalisons que souvent les suicidaires sont des victimes innocentes de l'ennemi mortel, du méchant, de l'esprit de mort. Et c'est là que nous devons voir le discernement pour voir justement comment l'esprit de mort parle à eux et comment faire sortir cet esprit de mort de leur vie au nom de Jésus. Alors, tout dépend de qui fait cette crise de suicide et qui est devant vous. Vous devez bien écouter, parce que quand vous écoutez, vous allez discerner justement si cette situation suicidaire, cette crise suicidaire a été causée par un événement traumatique, par une maladie mentale ou par un esprit qui est en train d'attaquer cette personne.